bienvenue à notre conférence de presse hebdomadaire. Nous disons bonjour également à nos auditeurs et auditrices qui nous suivent sur Guira FM. Je suis Uwolowulakana Ikavi Betano, porte-parole par intérim de la MINUSCA. La conférence de presse de ce jour est essentiellement consacrée à la situation à Bambari, situation que vous avez suivie depuis ces dernières semaines. Et comme vous le savez, la MINUSCA, en coordination avec les forces de défense et de sécurité intérieure, est engagée sur le terrain depuis plusieurs jours contre les éléments de l'UPC. Pour en parler, je suis ici en compagnie du préfet de la Ouaka, M. Victor Bissécoin, à ma droite. Je suis également avec le chef d'état-major de la force, le brigadier général Rémi Seigle, à ma gauche. Et nous serons également en vidéoconférence avec le chef du bureau régional de la MINUSCA, M. Bara Dieng. Mais avant de leur donner la parole, je passe rapidement en revue quelques éléments qui ont marqué la semaine à la MINUSCA. Comme certains d'entre vous le savent déjà, le représentant spécial du secrétaire général s'est rendu hier dans la capitale soudanaise, Khartoum, où sont prévus les pourparlers intercentrafricains pour la paix et la réconciliation, organisés sous la houlette de l'Union africaine et avec l'appui des Nations unies. Avant de quitter, le chef de la mission a déclaré « Nous attendons que tous les acteurs aillent à Khartoum dans un esprit de compromis ». Il a aussi souligné que ne pas aller à Khartoum, c'est se mettre au banc de l'histoire et ne pas contribuer à mettre fin. Il y a un bruit sonore. Donc, je disais qu'avant de partir, le représentant spécial du secrétaire général a aussi souligné que ne pas aller à Khartoum, c'est se mettre au banc de l'histoire et ne pas contribuer à mettre fin à la violence. Le chef du département de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, est aussi attendu à Khartoum. À présent, des informations sur les droits de l'homme. Nous partageons avec vous, comme chaque semaine, l'état des violations et abus qui ont lieu à travers le pays depuis la semaine dernière, depuis notre dernière conférence de presse. La MINUSCA a pu documenter aussi bien à Bangui qu'à l'intérieur du pays 29 incidents d'abus et de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire ayant affecté au moins 60 victimes. 36 hommes, 6 femmes, 1 fille, 11 victimes non identifiées et 6 groupes de victimes collectives. Le constat est qu'il y a eu une augmentation du nombre des violations et abus, donc de 70%, donc 70,58% et de 63,33% du nombre de victimes par rapport à la semaine précédente, donc 17 incidents et 22 victimes. Les violations documentées au cours de la semaine sont, entre autres, des meurtres, des menaces de mort, des violences sexuelles, des atteintes à l'intégrité physique et mentale, des privations de liberté, des confiscations de biens, des enlèvements, des destructions et pillages de biens, des attaques contre des hôpitaux et des lieux de culte. Les préfectures les plus affectées sont l'Ouam, la Haute-Koto, la Nana Gribizi et la Ouaka.
Les auteurs présumés de ces violences sont des éléments des groupes armés tels que le FPRC, les 3R, le FPRC-MPC, les anti-Balaka, le MPC seul, les Fulani armés, l'UPC seul également, et les groupes armés de PK5. Les FACA sont responsables d'un cas de torture commis sur un homme. Toujours au chapitre des droits de l'homme, un atelier sur la justice transitionnelle. En marge de la visite de l'experte indépendante sur la situation des droits de l'homme en Centrafrique, un atelier de revue stratégique de la justice transitionnelle en RCA a été organisé le lundi 21 janvier à l'hôtel Ubangui. Une soixantaine d'experts y ont pris part, issus principalement des institutions étatiques, des agences des Nations Unies et de la société civile. L'atelier a permis aux participants d'exploiter les axes stratégiques de justice transitionnelle et d'identifier les programmes et projets prioritaires qui répondent aux causes profondes de la crise et offrent des garanties de non-répétition. Les participants ont pu évaluer les besoins d'accompagnement technique et se sont accordés sur la nécessité de la mise en place d'un mécanisme de suivi des actions menées dans le cadre d'une stratégie de justice transitionnelle. À présent, un mot sur le DDR pour conclure. La section DDR de la MINUSCA, au niveau du bureau régional de la MINUSCA à Bossangoa, a procédé le jeudi 17 janvier au lancement officiel du programme CVR à l'intention des ex-combattants et des membres de la communauté de la localité de Kouki, dans la sous-préfecture de la Nana Bakassa. Cette cérémonie a été présidée par le préfet de l'Ouam. Les autorités locales ainsi que la MINUSCA ont saisi cette occasion pour sensibiliser la population à adhérer au programme afin de promouvoir la paix et la réconciliation, de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble, et de garantir la sécurité pour un meilleur développement communautaire. Les projets CVR dans la région de Bossangoa visent au total 800 participants. À Bria, l'équipe DDR UNOPS a lancé dans le cadre du programme CVR des modules de formation sur la bonne gouvernance et les devoirs civiques, la comptabilité simplifiée, la gestion associative des petites entreprises et le rôle du comité local dans la gestion des projets générateurs de revenus. La même activité a eu lieu à Bangassou, dans l'est du pays. Voilà en résumé ce que nous avons prévu pour vous. Avant d'attaquer le sujet du jour qui est Bambari, je rappelle que nous sommes rejoints par le chef du bureau régional, Baradien, qui est en vidéoconférence avec le siège. Comme annoncé, je suis avec le préfet de la Ouaka, M. Victor Bissécoin, et le chef d'état-major également, le brigadier général Rémi Seigle. Sans plus tarder... We cannot hear you, Bambi. Bambari, we can see you, we can hear you. We cannot hear you. Please unmute your microphone. Okay, can you hear me now? Ok. Donc, je pense qu'on est à présent liés. Vous pouvez confirmer si vous me recevez, M. Baradien? Oui, voilà, nous vous recevons maintenant très bien. D'accord. Merci. Merci. Un détail technique. Je vais sans plus tarder, comme annoncé, donner la parole au préfet de la Ouaka, M. Victor Bissécoin, pour son propos liminaire.
Monsieur Bissécoin. Merci Madame Bettenou, porte-parole intérimaire de la MINUSCA. Bonjour Mesdames, Messieurs, en vos rangs et grades qualité, invités à cette conférence hebdomadaire de la MINUSCA. Mais avant toute chose, permettez-moi Madame de me présenter d'abord à l'auditoire pour qu'on se connaisse pour aller ensemble. Je suis Victor Bissécoin, préfet de la Ouaka. En résumé, j'ai été une fois préfet, je reviens pour la seconde fois. Le dernier poste que j'ai occupé avant de revenir aux fonctions de préfet, j'ai vu chef de section suivi et évaluation à la FAO pendant 4 ans. Merci de l'honneur que vous m'avez fait de me convier à cette semaine hebdomadaire de conférence de la MINUSCA pour échanger avec vous et la presse la situation qui prévaut dans la préfecture de la Ouaka et précisément à Bambari. Mais d'entrée de jeu, je tiens non seulement à remercier la MINUSCA pour cette conférence, mais je tiens aussi à cette conférence de remercier tous les partenaires, tous azimuts, qui sont installés dans la Ouaka, en commençant par les agences du système des Nations Unies qui participent aux opérations de développement, la MINUSCA qui est là pour le maintien de la paix, c'est-à-dire la protection de la population, et la population elle-même que je représente ici. Je tiens aussi à souligner l'importance de cette conférence qui nous permettrait de présenter certains points de la situation qui prévalent à Bambari, non seulement pour clarifier certaines situations, mais permettre aux gens de comprendre qu'il y a un autre mal qui est là, c'est la manipulation aussi qui essaie d'attiser un peu la situation. Je crois que je serai très bref pour permettre aux auditeurs s'il y avait des questions à poser. Et pendant ces différentes questions, nous tenterons, à la limite de nos possibilités, de donner satisfaction aux uns et aux autres. Bambari, vous savez, en mars 2017, le chef d'État a pris la responsabilité de déclarer la préfecture de la Ouaka comme étant une préfecture sans groupes armés, une préfecture pilote et émergente. Parce qu'il voulait faire de cette préfecture un modèle de développement où les dividendes devraient être démultipliés sur l'ensemble du territoire. Mais déclarer que Bambari sans groupes armés ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'armes, non. Mais c'est l'usage de l'arme qui a été interdit. Malheureusement, cette décision du chef de l'État a pris quand même quelques coups. Et même continuer d'en prendre. Nous aurons tout à l'heure à en parler s'il y a des questions qui pourraient surgir dans ce sens. Donc, je dis pour terminer mon propos liminaire, pour ne pas être trop long, au risque soit de vous répéter dans certaines choses ou de me répéter, que je reste à la disposition des uns et des autres pour les différentes questions de clarification ou d'information qui me seront posées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet Victor Bissécoin. Nous passons la parole à présent au chef d'état-major de la force de la MINUSCA, le général Rémi Seg. Merci beaucoup. Je vais vous faire la description de l'opération à Bambari, description sous forme de résumé des événements qui se sont passés à partir du 9 janvier jusqu'à aujourd'hui. Et tout d'abord, je voudrais vous rappeler le contexte de cette opération. Le contexte de l'opération, c'était la préparation des Journées mondiales de l'alimentation. Il ne faut pas l'oublier. Les Journées mondiales de l'alimentation devaient se tenir le 11 et 12 janvier. Le 9 janvier, je suis allé à Bambari pour préparer cet événement. Nous avons tenu une réunion très efficace avec tous les partenaires, les FACA, les policiers, les gendarmes, et pour la partie MINUSCA, la force militaire et UNPOL. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dès le 9 janvier au soir, nous avons mis en place un dispositif sécuritaire pour sécuriser les Journées mondiales de l'alimentation, mais ce dispositif, nous le verrons dans quelques minutes, va rester en place pour l'opération. Et sera le tout premier dispositif qui sera déjà en place. Ce dispositif, le 9 janvier au soir, consistait à contrôler tous les accès à Bambari.
consistait également à garder certains emplacements sensibles. Et dans ces dispositifs, nous avons inclus, dès le 9 janvier au soir, les FACA. Vous voyez, donc avant même le déclenchement de l'opération, les FACA étaient déployés avec les forces de la MINUSCA pour sécuriser certains points de Bambari et pour contrôler les axes venant à Bambari. Voilà pour le contexte. Le 10 janvier au matin, très tôt dans la matinée, le poste FACA a été attaqué. Ce sont les groupes armés qui ont lancé l'attaque. Nous avons eu ce compte-rendu. En même temps de cette attaque, les groupes armés ont monté des barricades dans le quartier est de la ville. Nous avons décidé très rapidement, dès 9 h du matin, le 10 janvier, de suggérer au gouvernement la suppression des GMA et de lancer l'opération. Et l'opération a été officiellement lancée le 10 janvier à 10 h du matin. Et le 10 janvier à 10 h du matin, la première action, ça a été la riposte des FACA. Les FACA a été attaqués. Nous avons donné les consignes aux FACA de riposter. Parce que le soldat, quand il est attaqué, il doit riposter. C'est son devoir. Cette opération à Bambari, donc, a été lancée le 10 janvier à 10 h du matin. L'objectif, il était clair. Vous savez, un soldat, dans une opération militaire, il doit savoir quel est l'objectif. Parce qu'une fois que l'opération est lancée, c'est trop tard. Le soldat, il est dans l'action. L'objectif, il était simple, c'était chasser ou neutraliser tous les groupes armés de Bambari. Voilà. Sans distinction. Quiconque avait une arme devait soit déposer son arme et partir, et s'il ne voulait pas, il était engagé par le combat. Cette opération s'est déroulée en 3 phases. Première phase, le 10 et 11 janvier. Cette phase a consisté à faire ce qu'on appelle une reconnaissance offensive dans notre langage militaire, c'est-à-dire sur les 2 axes sur lesquels étaient érigées les barricades, eh bien, des patrouilles robustes, blindées, ont progressé sur ces axes pour démanteler ces barricades. Et dès les premières barricades atteintes, ils ont été engagés par le feu, par les groupes armés. Vous voyez ? Donc pour la deuxième fois, eh bien, ce sont les groupes armés qui ont tiré les premiers sur la MINUSCA. Et là, nous avons riposté et nous avons détruit les bases des groupes armés à chaque fois qu'il y avait une base. Les 10 et 11 janvier, voilà ce que nous avons fait. Nous avons détruit un par un tous les objectifs, tous les sites sur lesquels étaient installés les groupes armés. La deuxième phase de l'opération a eu lieu le 12 janvier. Le 12 janvier, nous avons mené un raid sur Bokolobo, qui était le fief d'un leader d'un groupe armé. Le raid a été mené par 2 troupes, une venant du sud et une venant du nord de Bambari. La troupe venant du nord, de Bambari, a été prise en embuscade 2 ou 3 fois et a détruit 1 ou 2 pick-up. Et en arrivant en Bambari, une nouvelle embuscade. Nous avons riposté. Nous sommes entrés dans Bambari et là nous avons également détruit des sites, des fiefs, des groupes armés. Les leaders étaient déjà partis, bien évidemment. Ils étaient au courant de l'arrivée des troupes de la MINUSCA et nous n'avons trouvé presque une petite résistance, mais sans aucun leader des groupes armés. Et la troisième phase de l'opération a débuté dès le 13 janvier et est encore en cours aujourd'hui. C'est une phase de stabilisation. Je vous ai parlé tout à l'heure des objectifs sur les 2 axes sur lesquels avaient été érigées les barricades. Eh bien, désormais, nous tenons ces objectifs, c'est-à-dire, jour et nuit, nous avons une présence militaire sur ces objectifs, puisque nous ne voulons pas que les groupes armés reviennent dans ces quartiers. Cette phase est toujours en cours, et désormais, dans la planification militaire, nous devons toujours prévoir le jour d'après. Nous travaillons maintenant sur l'étape suivante, de stabilisation et de normalisation de la ville de Bambari. Je vous remercie. Merci beaucoup, Général Rémi Seigle. J'ai également rappelé au début de cette conférence de presse, nous avons le chef du bureau régional de la MINUSCA dans la Ouaka, Bara Djeng, qui nous suit en vidéoconférence. On va lui donner la parole pour son propos liminaire avant de recueillir vos questions et d'avoir les réponses à vos questions. Monsieur Bara Djeng, vous nous recevez?
Oui, merci beaucoup, Madame la porte-parole intérim. Je profite de l'occasion pour saluer tous les journalistes, pour saluer Monsieur le Préfet et Monsieur le Général ici présents, et aussi tous les auditeurs qui nous écoutent. Les propos liminaires qui viennent d'être dits ont dressé plus ou moins le tableau en ce qui concerne le contexte de l'opération et la situation actuelle. Je ne vais pas y revenir. Je voudrais juste ajouter que avant le lancement de cette opération, on avait aussi une situation où les groupes armés prenaient quasiment en otage une partie de la population parce qu'il y a des zones qui avaient été barricadées. Certaines populations étaient systématiquement empêchées de parler de parler librement, et il y avait aussi un certain nombre de violations qui étaient enregistrées régulièrement. Donc, on a appris en fait dans le cadre du mandat de la MINUSCA de protection des civils et en appui aux autorités, nous avons pris vraiment l'initiative d'aller mettre fin à une telle situation qui mettait toute une population en désarroi. Il y a eu la journée du 10, il y a eu la journée du 11, etc. Mais je pense qu'en fin de compte, résultat de course, nous avons vraiment atteint les différentes bases et nous avons une situation où les groupes armés qui s'aventuraient en fait à perturber cette journée de l'alimentation sont maintenant en déroute et ils ont su en fait que leur capacité avait été atteinte. Mais je profite aussi de l'occasion pour aussi rassurer la population parce que cette opération, certains utilisent en fait pour manipuler, mais cette opération n'était pas contre les populations, c'était une opération de protection des populations. Et la population commence à comprendre cela. Depuis 2 jours maintenant, nous faisons des tours dans certains quartiers et voyons auprès des populations l'expression d'une satisfaction en fait d'être libéré d'une emprise qui était encore trop lourde sur elle. Nous allons continuer à travailler avec ces populations dans le cadre de notre mandat de protection des civils, à travailler avec les autorités pour qu'il y ait effectivement une restauration de l'autorité de l'État, surtout dans ces zones qui étaient jusqu'ici vraiment dominées par les groupes armés. Donc le travail continue et nous serons régulièrement avec les autorités pour vraiment avancer dans le cadre de ce mandat de protection des civils et de restauration de l'autorité de l'État. Nous appelons également la population à rester soudée et à empêcher en fait que certains groupes armés profitent encore de la situation pour créer des cassures au niveau des communautés. Parce que si ces situations arrivent, en fait, je pense que ça ne fera que du mal. Donc il faut vraiment que les populations restent soudées. Et en fin de compte, dire à la population que c'est dans la paix qu'on pourra construire le développement. Le préfet a parlé du développement tout à l'heure. Et tant qu'on aura en fait ces groupes armés qui vont continuer à administrer leur façon de faire en fait dans ces communautés, ça va être extrêmement difficile de monter des projets de développement. Donc je pense qu'il faut vraiment que tout le monde s'y mette, qu'on soit dans cette logique de ramener la paix, de stabiliser pour maintenant arriver à un développement qui est attendu par tous. Merci. Merci beaucoup, M. Baradjeng. Nous voici à la fin des propos liminaires des 3 principaux intervenants. Nous vous donnons la parole, messieurs et dames les journalistes, à présent, pour que vous puissiez poser vos questions. Comme d'habitude, mon plaidoyer, c'est que vous posiez vos questions, une question à la fois, pour donner l'opportunité
à tout le monde de faire la remontée de ses préoccupations et préciser l'intervenant auquel la question est destinée. On va commencer par, je vois déjà 3 mains levées au niveau de ma gauche. Donc, il y a RFI. Monsieur le Général, est-ce qu'on pourrait avoir un bilan humain de l'opération? Vous avez parlé d'arrestation ou de neutralisation d'éléments des groupes armés. Est-ce qu'on a un bilan de ça? Et aussi un bilan humain des civils? On a parlé de dégâts collatéraux. Est-ce qu'on peut avoir un bilan? Merci. Je suis Pascal Zéro-Bouguené, président du réseau des journalistes francophones. Je vais poser une question directement au préfet. Par rapport à la situation de Bambari, est-ce que selon vous c'est un échec? C'est un échec à qui la responsabilité? Si je réponds au nom de Basile Rebédé de la CAP, ma question va en direction du chef d'état-major. Est-ce que vous pouvez nous confirmer les rebelles sont où encore les groupes armés sont mis hors d'état de nuire à Bambari? C'est pas très audible, hein? Vous n'êtes pas très audible, peut-être. Ok, bon. Voilà. Je reprends. Est-ce que le chef d'état-major de la MINUSCA peut nous confirmer ici que les groupes armés sont mis hors d'état de nuire à Bambari? Deuxième préoccupation, que dites-vous des nouvelles qui nous parviennent que les groupes armés continuent de venir, des renforts, des groupes armés seraient en train de venir vers Bambari? Que pensez-vous faire? D'accord, merci. On va essayer de répondre à cette première série de questions et on recommence. D'accord? Concernant le bilan humain de cette opération, la première chose que je voudrais dire, c'est les policiers centrafricains, malheureusement, ont eu 2 morts. Voilà, malheureusement. Ensuite, le bilan humain est très difficile à obtenir, puisque au cours d'une opération militaire, bien sûr, dans l'action, les troupes continuent leur mouvement. Les blessés ou les éventuels décédés, après, sont amenés dans les hôpitaux les plus proches. En l'occurrence, je crois que c'était MSF. Voilà. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce bilan humain. Je sais qu'il y a eu des morts. On parle de 6 morts et minimum une 30aine de blessés. Voilà. Concernant la population civile, je n'ai aucune information dessus. Concernant la question de monsieur... le réseau des journalistes francophones ou, Non, le réseau c'est... c'est pour vous. Ok, d'accord. Vous êtes la 3e question. Oui, oui. Confirmer ou non si les groupes armés sont mis en état, en état de nuire. Alors oui, sur cette question, aujourd'hui nous contrôlons la situation à Bambari. Certains groupes armés ont été mis hors état de nuire. Je pense que beaucoup d'autres ont fui Bambari. Je pense que peut-être Bara pourra nous le confirmer. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nous contrôlons Bambari et je n'ai pas vu de compte-rendu depuis au moins 3 ou 4 jours faisant état de tir entre la MINUSCA et les groupes armés. Donc, pour répondre clairement, oui, certains groupes armés ont été mis en état de nuire, d'autres ont fui. Je pense que beaucoup ont fui. Concernant les possibles renforts de groupes armés venant à Bambari, c'est exactement la raison pour laquelle nous avons mis en place dès le 9 janvier au soir un dispositif, ce qu'on appelle dans notre langage militaire de couverture, c'est-à-dire sur tous les axes qui mènent à Bambari, eh bien, nous avons des points de contrôle. Et non seulement nous avons des points de contrôle, mais nous avons également des patrouilles qui viennent d'autres villes, par exemple d'Ipi, régulièrement sur l'axe pour essayer de contrôler tout mouvement. Merci, le chef d'état-major de la force. Monsieur le préfet, vous voulez ajouter quelque chose? Bien sûr, il y a une question qui m'est posée. Madame la porte-parole, je donne des réponses sans embâche, sans arrière-idée, sans rancune. Parce qu'il est question que nous présentions la situation à la population centrafricaine et beaucoup plus à la population de l'Owakia. La situation qui prévoit Bambari, dans l'Owakia, il faut qu'on se le dise franchement, ce n'est pas une rébellion ordinaire. C'est une rébellion c'est une situation qui est très très complexe et à la limite, je vous dis que c'est international. Parce qu'il y a des acteurs extérieurs qui agissent négativement ou qui alimentent cette situation. Il faut que le peuple comprenne comme ça.
Et ce n'est pas seulement l'affaire du président de la République ou du gouvernement. Ça doit être l'affaire de nous, Centrafricains, d'abord tous. La grande leçon que j'ai tirée, c'est que nous, Centrafricains, nous n'aimons pas notre pays. Nous ne nous aimons pas entre nous. Nous sommes prêts à brader notre pays. Et les autres profitent de cette situation. Ce n'est pas normal. Je compléterai d'abord la question donnée par le général sur la confirmation ou non de la mise en état de nuire des groupes armés. Je pense que c'est trop tôt de dire que ces groupes armés sont définitivement nuits ou sont nuits aux trois quarts. Il a même confirmé, avant l'attaque de Bokolobo, les grands dignitaires ou les grands guerriers étaient partis. Donc c'est les frétins qui ont été trouvés. Mais les véritables personnes qui doivent être nuises pour dire que l'opération a réussi sont en cavale ou elles sont quelque part. Je crois qu'avec le dialogue, quand l'Union européenne était passée une fois à Bambari, je l'ai rencontré par 3 fois. Nous avons discuté par 3 fois. Et par 3 fois, ces mêmes groupes armés, en l'occurrence UPC, leur a dit « nous sommes pour la paix ». Le temps que les gens montent dans l'avion, ils déclenchent des hostilités. Alors dans ce cas de figure, qui trompe qui? Je vous pose la question, qui trompe qui? La situation de Bambari, elle est très complexe. C'est le même que vous avez trouvé avec les 3 airs dans l'ouest, c'est le même que vous avez trouvé dans le nord, parce qu'il y a des acteurs obscurs qui sont là. C'est pourquoi moi j'invite vous, mes frères centrafricains, à aimer notre pays, à nous souder, pour nous battre. Ce n'est pas les autres qui viendront se battre pour nous. Nous devons être en première ligne d'abord, et les autres nous suivront. Dire qu'il y a échec et à qui incombe la responsabilité, vous savez, c'est une action qui est multiforme, qui exige l'abnégation ou l'implication de tout le monde. Je dirais, hein, sans honte, que les groupes armés ont mis en défi non seulement le gouvernement, mais la MINUSCA. Parce que par 3 fois, la JIMA a été reportée pour que la 3e fois échoue. Moi, je vous dirais, hein, mon général, ils ont gagné le pari. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont porter échec à l'organisation de cette journée, et ils ont réussi. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Alors cette situation, je crois que si les mesures étaient prises à temps, au bon moment opportun, peut-être qu'on aurait nui à ces efforts négatifs des groupes armés et que ces 2 journées pouvaient bien se tenir. Malheureusement. Je dis malheureusement. Malgré les informations qui étaient données, on a laissé pourrir délibérément la situation pour intervenir au dernier moment. Je ne mets pas en cause les efforts déployés par la MINUSCA, civils et forces. La MINUSCA a fait ce qu'il pouvait. J'entretiens de très bonnes relations, des relations cordiales avec le chef du bureau MINUSCA, en commençant par celui qui est parti, Alain, et Souma Bara, où pratiquement tous les jours, s'il ne m'appelle pas, il vient chez moi, soit au bureau à la résidence. Nous échangeons. Ensemble, nous étudions les stratégies à mener. Mais là où il y a quelques problèmes qui gênent un peu, mon général, moi je suis scientifique, on m'a dit que la solution d'un problème se trouve là où est né le problème. Malheureusement, avec la MINUSCA, les problèmes sont à Bambari, mais les décisions de solution partent de Bangui. C'est-à-dire qu'on transfère une solution pour un problème dont on n'a pas la maîtrise de tous les contours. Et ça pose quand même quelques problèmes. Ça pose quelques problèmes. La MINUSCA en a fait, mais il en reste beaucoup à faire. M. Bara l'a dit, derrière moi, avec lui, nous étions partis à Ipi. On a pris sur nous la responsabilité d'aller à Ipi, où Bambari, Ipi, c'est devenu le couloir de la mort. La force est là. Tous les jours on tue. Il y a des villages entiers qui ont été brûlés. L'économie décimée. C'est pourquoi la responsabilité incombe à tout le monde. Nous devons nous la partager. Ce n'est pas lieu ici de faire le procès de quelqu'un, dire que c'est lui, non, ce n'est pas moi, non. Mais nous devons revenir sereinement
pour voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette situation puisse être délibérément détruite. Je vous ai dit que la situation est complexe. Ne pensez pas que c'est un petit rébellion où quelqu'un s'est levé un matin, et surtout que l'UPC de qui nous parlons ici n'a même pas de revendication politique comme telle. L'UPC n'a pas une revendication politique comme telle. C'est constitué par une équipe manipulée qui met en mal le développement du pays et met en mal la politique que le chef de l'État voulait faire en faisant de Bambari et de la Ouaka une préfecture d'un modèle de développement où les dividendes doivent être utilisés pour être démultipliés sur l'ensemble du territoire. Ne parlons pas d'échec, asseyons-nous de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dis que, si vous voulez, ce que j'ai pu constater en tant que responsable numéro 1, il y a trop de contraintes dans les opérations. Ou bien il y a, je ne dis pas contraintes, mais il y a contraintes où... Bon, le mot m'échappe. Parce que, vous savez, l'armée, c'est l'ordre, c'est l'ordre. Et quand l'ordre doit venir à des milliers de kilomètres ou à des centaines de kilomètres, ça pose quand même problème. Ça pose problème. Je crois que je remercie les dernières opérations menées par la MINUSCA avec nos FACA, que je félicite ici, nos policiers que je félicite ici, nos gendarmes que je félicite ici, qui ont appris en cœur de défendre leur pays. C'est pas facile. Je vous dis que c'est pas facile. Le chef de bureau Bara a parlé tout à l'heure, mais il a été diplomate. Mais moi, je vous dirais, la communauté musulmane a été prise complètement en otage par l'UPC. Et ils en ont fait à un moment donné des boucliers humains. Ce qui a porté un peu préjudice. Et c'est ce qui est perdu. Je suis content qu'il me dise à peine 2 jours, les gens ont compris, commencent par sortir pour laisser la place. UPC, à un moment donné, c'est comme une guérilla urbaine. Vous ne pouvez pas savoir qui et UPC fait quoi. De leur tenue, ils se déshabillent, ils sont en tenue civile. Et au dernier moment, ils ont changé de stratégie de s'habiller comme nous, pas de boubou, pour utiliser maintenant les projectiles parce qu'ils savaient qu'avec les armes, ça n'a pas été bien payant. Donc, s'il y a responsabilité, et il nous incombe à nous tous. Peut-être que parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas pris la responsabilité qu'il fallait au bon moment qu'il fallait. Mais dire qu'il y a échec, non. En matière de guerre, vous savez, on ne peut pas dire qu'il y a échec ou il y a réussite. Des fois, il y a des replis tactiques pour essayer de s'organiser, de se réorganiser. Et je souhaite vivement que la conférence de Khartoum, que nos frères reviennent à la raison. Parce qu'on ne peut pas construire un pays avec des armes. On ne peut pas construire un pays avec des destructions volontaires des biens d'autrui. On ne peut pas construire un pays en s'opposant à la volonté d'un gouvernement qui veut construire son pays. Voilà, c'est ça le véritable problème. On ne peut pas construire le pays en s'opposant à l'existence ou à la présence des forces des Nations Unies qui sont venues nous appuyer. Parce que l'IPC, à un moment donné, dit pas de relation avec la MINUSCA, pas de relation avec le gouvernement. Et les gens ont suivi à la lettre. C'est un peu difficile. Donc, je vais m'arrêter là. Peut-être qu'il y a des gens qui ont d'autres questions à poser. On y reviendra là. Merci infiniment pour Monsieur le Préfet pour ces éléments d'information fort enrichissants. On rappelle, vous avez mentionné la particulière difficulté du contexte sur le terrain. Vous avez parlé des boucliers humains
dont font usage les groupes armés pour se faufiler dans la population et faire échec aux opérations, la manipulation aussi. Et on a retenu aussi votre plaidoyer pour que la Centrafrique aime la Centrafrique, que les Centrafricains aiment la Centrafrique, leur pays. Et on a noté, vous avez aussi évoqué des éléments sur l'opération elle-même. Hein. Et comme le chef d'état-major est là, on va lui redonner la parole pour revenir un peu sur comment l'opération a été menée. Est-ce que c'est en retard? Est-ce que ça a été... les forces ont mené l'opération à temps? Je pense que ça mérite quand même quelques éléments de réponse du chef d'état-major. Monsieur le préfet, je vous remercie pour vos propos. Moi aussi, je suis scientifique et je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas pu mener cette opération avant. Il y a une raison toute simple. Vous savez, la force de la MINUSCA, c'est 11 000 soldats. 11 000 soldats, rapportés au territoire, ça fait un soldat tous les 10 km². Rapporté à la population, ça fait un soldat pour 400 habitants. On ne peut pas être partout. Toutes nos troupes sont complètement déployées sur le terrain, dans nos bases, dans plus de 80 bases. Et c'est pour ça que l'année dernière, la MINUSCA a demandé un renfort à l'ONU. Et nous avons obtenu ce renfort. Et ce renfort, il est arrivé qu'au mois d'octobre-novembre. C'est le bataillon népalais que nous avons déployé à Bambari. Et grâce à ce bataillon, c'est grâce à ce bataillon que nous avons pu mener cette opération. Puisque dans notre nouveau concept, le renfort que nous avons obtenu ne doit surtout pas être déployé dans des bases. On les garde groupés pour des opérations. Et nous avons mené cette opération en Bambari dès que nous en avions les capacités. C'est-à-dire, à partir du mois de novembre, nous avons commencé à planifier cette opération. Voilà la seule raison pour laquelle nous n'avons pas pu mener cette grosse opération à Bambari avant l'arrivée de ce renfort. Merci. Merci beaucoup, monsieur le chef d'état-major. Est-ce que Bambari a envie d'ajouter quelque chose? Monsieur Baradien? Oui, je voulais juste... Oui, merci beaucoup. Je voulais juste ajouter que les capacités de l'UPC ont été sérieusement entamées. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'en fait le groupe est mis hors d'état de nuire, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui les caractérise, c'est-à-dire que le centre de détention, la collecte des taxes, avec aussi une base qui était hyper bien armée, tout ça, tous ces symboles ont été détruits. Actuellement, la population respire, et la population nous l'a dit hier à travers le tour qu'on a fait dans les quartiers, pour dire que maintenant, ils ne sont plus sous l'emprise d'un groupe qui vient imposer des taxes lourdes. Nous avons une situation actuellement où, dès qu'un élément armé nous voit, même sur les axes, en dehors de Bambari, il fuit en même temps. C'est-à-dire que la peur est maintenant du côté des groupes armés. En dehors de ça, pour vous rassurer aussi que la MINUSCA est sur le terrain 24 sur 24. C'est-à-dire que quand vous sillonnez Bambari, vous allez voir le déploiement que la MINUSCA a mis en place. Vous allez voir, par exemple, la nuit, à n'importe quel moment, les soldats de la MINUSCA positionnés sur les entrées principales, mais aussi une patrouille mobile qui est là 24 sur 24. Donc le travail continue. Comme le préfet l'a dit, c'est une situation extrêmement complexe. Ça ne peut pas se résoudre en un jour. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'en fait, l'UPC en tant que groupe armé, avec son leadership à Bambari, cette structure est déstructurée pour le moment, étant donné que tous les leaders qui étaient connus, qui sont dans la ville, ont maintenant fui la ville. Et on reste avec des éléments, peut-être qui se cachent dans les maisons, en civil, etc. Mais que l'opération continue, nous allons les chercher jusqu'à la dernière rétention. Donc, encore une fois, nous comptons sur la collaboration de tous, surtout de la population. Et c'est le message aussi qu'on a donné à la population, à travers tous ces chefs qui sont ici, tous les chefs de quartier de Bambari. J'ai eu cette réunion avec le préfet, avec tous les chefs de quartier, pour leur dire, encore une fois, qu'ils ont un rôle extrêmement important à jouer dans le cadre de la sécurité. Donc j'appelle encore ces chefs, j'appelle toute la population à collaborer avec les FACA, avec les autorités, avec la MINUSCA,
pour qu'on continue le travail qui a commencé ensemble, pour qu'on arrive en fait à bout de cette menace que constituent en fait ces groupes armés dans la ville. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Baradjen, depuis Bambari. Les 3 questions ont vraiment monopolisé nos intervenants, mais on va faire l'effort de donner la parole à ce côté-ci. Il y a l'arbre qui parle, Radio Notre-Dame, Ndekeluka et puis RJDH. On commence par l'arbre qui parle. Merci. Je suis Fernand Nathan du journal L'Arbre qui parle. D'abord à Monsieur le Préfet, qui est le premier responsable de la protection de la Ouaka. Vous venez de dire que la situation de Bambari est très complexe avec des mails invisibles à l'extérieur. Vous venez de dire que les groupes armés ont dit et ils ont réussi leur pari de saboter la JIMA. Encore, vous venez de dire qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas de relation avec le gouvernement ni la MINUSCA. Vraiment, Monsieur le Préfet, avec tout ce que vous venez de dire, vous êtes le premier responsable de la ville de la Ouaka, de la préfecture de la Ouaka. Pourquoi n'avez-vous pas crié eux fort de demander au gouvernement d'annuler la JIMA à Bambari ou bien d'emporter ça dans une autre préfecture? Parce que c'est grave ce que vous venez de dire après. Ou bien c'est parce que vous faites confiance à la MINUSCA, alors que c'est cette même MINUSCA que vous venez de dire que les problèmes de Bambari est telle qu'elle est, mais la décision de Bangui par rapport aux autres problèmes de Bambari est tout à fait contraire. Comment vous pouvez expliquer ça? Merci. La deuxième préoccupation. Maintenant, monsieur le chef de bureau de Bambari et le chef d'état-major ici, si je vois dans votre mandat, il est dit, on vous demande d'améliorer votre interaction avec la population civile et de renforcer vos systèmes d'alerte rapide. Souvent, même la population civile vous signale qu'il y a des attaques qui se préparent. La MINUSCA prend ça souvent comme des rumeurs et pour attendre jouer ce qu'elle connaît jouer de temps en temps. Je vous remercie. Radio Notre-Dame. Oui, merci. Je réponds au nom de Grace Baléo. J'ai 2 petites questions. L'une s'adresse à l'endroit du préfet de Bambari. C'est qu'il a évoqué le cas de manipulation dans son propos liminaire. J'aimerais savoir qui manipule qui et comment, qui a fait que la crise perdure encore à Bambari. Et l'autre question, je m'adresse au chef de bureau de la MINUSCA qui est à Bambari, juste pour savoir s'il y a de besoins encore en matière humanitaire. Merci, madame. Radio Ndekeluka. Merci, bonjour à tous. J'ai 2 petites questions très rapides. La première question, c'est de savoir pourquoi, jusqu'alors, on continue de parler à Bambari, on continue de parler de certains quartiers encore contrôlés par les éléments de l'UPC, par les rebelles de l'UPC, alors que les opérations conjointes de la MINUSCA et les forces armées centrafricaines ont mis en débandade ces groupes armés. Et je cite en exemple le quartier Adi, le quartier Bornou et un autre quartier. Ces quartiers restent encore sous contrôle des hommes armés. Pourquoi? Et la deuxième question, ça touche, ça va vers le dialogue de Khartoum, puisque vous-même vous venez de le dire avec les propos du représentant du secrétaire général des Nations Unies. On voudrait savoir quel est le dispositif prévu par la MINUSCA d'abord, je dis bien la MINUSCA d'abord, et ensuite en concertation avec le gouvernement pour éviter des débordements en termes de tueries en masse si jamais le dialogue de Khartoum arrive à un échec, puisque vous connaissez bien le comportement et les agissements des rebelles de l'UPC, d'abord des groupes armés. Merci Ndekeluka. RJDH. Oui, je suis Auguste Bati-Kalamé du RJDH. Ma
première question est déjà prise en compte par notre consoeur de la radio Notre-Dame concernant les auteurs obscurs de la crise à Bambari. La question, notre porte-parole a balayé la situation sécuritaire de la République centrafricaine sans pour autant parler de la situation qui prévaut actuellement à Carnot, alors qu'un couvre-feu serait instauré dans cette ville. Est-ce que vous êtes au courant? Si oui, qu'est-ce qui se fait? Merci beaucoup. On va donner l'opportunité à nos interlocuteurs de vous répondre. D'abord, c'est l'arbre qui parle, qui s'est adressé au préfet. Donc, on va donner l'opportunité au préfet de revenir sur la main invisible et puis l'annulation, et pourquoi la JIMA n'a pas été annulée. Et voilà. Donc, monsieur le préfet. Merci, madame la porte-parole. Merci pour l'arbre qui parle. C'est intéressant. Je crois que, vous savez, quand vous êtes appelé à gérer une nation, une portion de nation, vous devez le gérer avec sérénité. C'est pas que s'il y a moindre bruit, on doit commencer par courir de gauche à droite, prendre une disposition. Il y a des étapes qui se font. On négocie, on parle, c'est pas parce qu'il y a un problème que fortement un problème, on doit annuler une situation. Ça, c'est des situations que j'ai gérées avec les collègues de la MINUSCA, parce que les FACA étaient arrivés un peu tard, que j'ai géré avec la FSI, et nous le gérions pendant la réunion de sécurité. Il y a eu quelques embellis, là il faut le reconnaître. Je l'ai dit, nous gérons cette situation avec les officiers supérieurs même de la MINUSCA pendant les réunions de crise. Mais vous savez, ce n'est pas facile de gérer une communauté. C'est facile d'annuler une journée, mais ce n'est pas facile aussi de la gérer. Donc, l'annulation de cette fête, c'est du ressort du gouvernement. Ce n'est pas du préfet. Parce que le gouvernement comme le préfet suivait l'évolution de la situation pour le jour. Donc, s'il y a des décisions à prendre, ce n'est pas au préfet d'annuler. Le préfet fait la proposition, comme MINUSCA en a fait plusieurs fois au gouvernement, avec des éléments d'appréciation à l'appui. Donc nous ne devons pas nous laisser dominer par la peur, parce que c'est ça le problème, pour aller rapidement à une décision d'annuler la fête. Cette fête d'abord sont deux fêtes internationales, ça n'appartient à personne, où tout le monde devait en profiter. Quand j'ai parlé tout à l'heure que, je vous disais, la situation était complexe. Ça m'amène aussi à répondre à la situation posée, je crois, la question posée par Radio Notre-Dame. Quand j'ai parlé de la complexité, la manipulation fait partie de cette complexité. Et cette manipulation, non seulement qu'elle est faite par des mains invisibles, mais par des nationaux aussi. Il y a des gens qui sont impliqués dans cette affaire pour que ça ne se termine pas. Et quelquefois aussi la presse, ça part des responsabilités de balancer directement une information sans faire le recoupement ou la conjonction. Ça fait partie de la manipulation. Quand une information tombe brute, je crois que c'est en Écoulou, quand un jour ils m'ont appelé, j'ai dit non, venez sur le terrain, vérifiez les faits, écoutez les gens, au lieu d'aller sur la simple déclaration d'un citoyen. Deux fois même, c'est des gens qui ne vivent pas ça. On leur dit, ils écoutent, ils retransmettent. Ça fait partie de la manipulation. Quand vous faites propager une information dont vous n'avez pas la quintessence réelle, ça fait partie de la manipulation. Quand il y a des gens qui considèrent que c'est moi qui dois être là, c'est pas l'autre, ou c'est dans le cas de l'autre, je ne viens pas avec lui. Mais idiot, c'est la manipulation. C'est pourquoi je disais tout à l'heure en demi-mot que madame a repris ici, aimer la Centrafrique. C'est-à-dire que nous, Centrafricains, nous n'aimons pas notre pays. Nous sommes les premiers, d'abord, le plus souvent à dire des choses qui ne sont pas réelles. Nous sommes d'abord les premiers à soutenir nos détracteurs ou nos destructeurs.
Et l'affaire de Bambari n'est pas un secret maintenant pour les Centrafricains. Je vais vous donner un cas. Je suis allé à Ipi. Je vais dormir à Ipi. Quand je suis rentré, il y a une dame qui revient d'Ipi et dit on ne compte pas les morts à Ipi. Vous voyez? Il y a quelqu'un tranquillement qui dit madame, vous êtes revenu d'Ipi quand? Non, je suis revenu hier soir. Mais vous avez vu le préfet à Ipi? Il dit non, mais je l'ai vu, il a dormi à Ipi. Il est venu nous dire que les querelles se faisaient sur 3 anciens morts qui sont même en télé. Mais vos trucs de cadavres qu'on ne compte pas à la sorte de... Oui, c'est la manipulation. Quelqu'un qui n'a pas été à Ipi va la croire. En réalité, c'est faux. Donc cette manipulation, elle est à tous les niveaux. C'est à nous de chercher, comme quand quelqu'un a posé la question, ça fait partie des éléments d'échec. C'est à nous de chercher à ramener les choses dans le bon sens. Les auteurs obscurs, on est là pour, pas pour dénoncer, mais un bon centrafricain, comme nous sommes, vous savez qui fait quoi dans ce pays à cette heure-ci. Un bon centrafricain. À moi, si vous voulez que je vous le dise, mais vous, en tant que centrafricain, vous savez. C'est à vous de chasser l'information. Maintenant, on vous a dit chasser l'information pour savoir quels sont les mails obscurs. Vous rendrez, je crois que votre journal au quotidien crédible. Bon, vous savez, je travaille avec la MINUSCA. Quand je travaille avec la MINUSCA, ce n'est pas que j'ai une confiance absolue à la MINUSCA, non. Il faut un minimum quand même de considération. Il faut un minimum de confiance partout où on se trouve. Donc, à vous attendre parler, comme la fête a échoué, je dois rejeter la MINUSCA. Non. C'est une institution où nous travaillons ensemble. C'est constitué par des hommes comme nous, qui ont quelque part des forces et des faiblesses. Et nous échangeons, d'abord il y a un cadre plausible dans lequel nous échangeons régulièrement. C'est la réunion de sécurité qui se tient tous les vendredis, et tous les jeudis plutôt. Où ils viennent, nous discutons. Et je maintiens un contact permanent avec le chef de bureau, même pendant que je suis à Bangui. Ici, les communications, si ça ne marche pas, les mails, plutôt les mails SMS. Donc, ayant l'esprit d'avoir le minimum de confiance à l'autre, quel que soit ce qu'il est. Je dis que la MINUSCA a fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, cette situation est très complexe malgré la bonne volonté des forces de maintien de la paix, malgré la bonne volonté de nos propres forces, les FACA, il y aura des grabuges toujours quelque part. Je vous donne un cas. La France a été attaquée le 14 juillet. Mais pourtant, ils ont tous les instruments de contrôle. Vous voyez? Par rapport à un petit bled comme la RCA perdu dans la forêt africaine. Donc, cette confiance, je l'ai en la MINUSCA. Et d'abord, ça va de leur honorabilité, de mieux remplir leur mission pour se crédibiliser, non seulement devant la Centrafrique, mais devant le monde. Pourquoi continuer de parler? Bon, je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait partie de certaines faiblesses que nous tous nous avons remarquées et retenues. Parce que finalement, Bambari a été divisé en deux, faut qu'on vous le dise. Tout le secteur musulman qui était sous l'emprise des RPC et le reste, dit aux chrétiens. Mais c'est des faux problèmes. Nous n'aimons pas notre pays. Nous sommes prêts à brader notre pays. Nous sommes prêts à nous vendre les uns les autres à l'étranger ou aux étrangers. Il faut que je... Excusez-moi d'être brut, mais quelquefois c'est nécessaire. Aimons notre pays, aimons-nous entre nous, vous verrez que la Centrafrique se tiendra debout. Bon. La MINUSCA est en train de travailler, je crois que le général a dit tout à l'heure, d'abord M. Barra me l'a dit avant que le général me le dise. Ils ont mis des points de surveillance qui doivent être des points de surveillance permanents. Parce que j'ai posé la question, c'est un jour, 2 jours, non, non. Autant que la situation ne serait pas claire, ces points existeront. Ça, c'est pour permettre aux forces en présence de dénicher quelques cas de récidivisme qui sont restés dans le secteur. Ne vous trompez pas que c'est du jour au lendemain que tout le monde va quitter le secteur. Non. Il y aura quelques crapules qui vont rester, ou quelques faux durs qui vont rester. À cause de ces points qui sont permanents, M. Barra l'a dit,
Les gens maintenant se promènent. Alors qu'hier, ils s'étaient privés de tous leurs droits. De parler, d'aller, venir, de commercer, ils ont tout perdu. Alors aussi, me dit, depuis 48 heures, les gens votent librement, ils sont contents, c'est-à-dire qu'ils s'amusent, ils jouent, ils vont voir qui ils veulent aller voir et revenir quand ils veulent. Ça, c'est déjà un acte positif qu'il faut reconnaître. Tant bien à la MINUSCA, à nos FACA, à nos FSI. Et les encourager à aller de l'avant. Donc, c'est cette disposition. Moi, je les encourage, mon général. Et monsieur le chef de bureau, je vous dis merci. Bientôt, je serai à vos côtés. On va continuer de travailler dans ce sens pour que ces checkpoints ou ces points de surveillance que vous avez mis arrivent. On a toute la situation. On ne va pas vous les livrer ici. On sait où ils se trouvent. À peu près à quel nombre. Mais ça, c'est des trajets, on ne peut pas l'étaler ici pour vous dire ça. Mais le chef du bureau sait, je crois, mon général sait. Et pour des raisons professionnelles, on ne peut pas vous le dire. La communication. Donc, voilà, peut-être que je n'ai pas donné les bonnes réponses, mais voilà ce que je pourrais vous amener comme réponse à vos préoccupations qui sont les nôtres aussi. Merci, madame. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Est-ce que Bambari a des éléments complémentaires à donner par rapport à la collaboration MINUSCA et les autorités locales et les autres forces vives sur le terrain? Voilà, merci. Nous avons, comme le dit le préfet, nous avons ces réunions de sécurité hebdomadaires, mais en plus de ça, nous sommes en contact régulier pour se partager des informations. Et récemment, nous avons commencé à travailler avec les autorités sur un cadre beaucoup plus large pour impliquer encore les chefs de quartier, les chefs de groupe et tout ça dans ce dispositif de sécurité. Parce que comme vous le savez, la gestion de la sécurité, ce n'est pas que militaire. Il y a aussi d'autres volets qu'il faut prendre en compte. Donc, nous allons mettre en place ce mécanisme avec les chefs de quartier, avec les chefs de groupe, tout le monde, pour qu'ils soient impliqués dans la gestion des choses sécuritaires. Concernant la gestion de l'information, c'est pour vous dire que nous traitons toutes les informations que nous recevons. Nous faisons le maximum de recoupement, de vérification possible. Souvent, et je peux dire que très souvent d'ailleurs, nous nous rendons compte que c'est des rumeurs, mais ça ne nous décourage pas, nous continuons. Nous faisons des vérifications par tous les moyens, y compris même en faisant de très longs trajets sur des routes extrêmement difficiles pour se rendre sur place et voir ce qui se passe voilà, avant de dire qu'en fait c'est une information vraie ou pas. Donc tous les moyens sont déployés vraiment pour vérifier. Voilà, donc nous ne négligeons rien du tout. Et encore une fois, c'est ce que nous disons à la population. C'est-à-dire ne gardez pas les informations chez vous pour nous les donner un mois après, parce que c'est trop tard. Dès que vous avez quelque chose, partagez avec les autorités, partagez avec la MINUSCA pour qu'on puisse prendre les dispositions qu'il faut. Donc, encore une fois, c'est ce que je voulais dire sur ce point. Mais confirmer ce que le préfet a dit sur les contacts que nous avons, sur le dialogue permanent qu'il y a entre la MINUSCA et les autorités, sur place ici à Bambari, pour essayer de suivre les questions sécuritaires. Voilà. Merci beaucoup, Bara. Avant de donner la parole, de redonner la parole au chef d'état-major de la force pour revenir un peu sur les rumeurs, ce que la mission fait par rapport aux informations et les rumeurs qu'on a. Et j'aimerais rebondir sur ce que la dernière phrase de Bara Dieng du bureau régional de la MINUSCA à Bambari sur la coopération de la population. Tout à l'heure, l'arbre qui parle a fait état de notre mandat qui nous demande de renforcer, d'améliorer l'interaction avec la population et la mise sur pied de réseaux d'alerte précoce.
Ce réseau, il existe. La MINUSCA est en permanente concertation avec la population à l'intérieur du pays via ce qu'on appelle les assistants de liaison communautaire. Et c'est à travers ces assistants que nous avons des éléments sur leurs préoccupations, les préoccupations des communautés que nous concertons sur une base régulière. Mais vous n'êtes pas sans savoir aussi que, malgré les appels répétés de la collaboration de la population pour que nous puissions optimiser notre réponse vis-à-vis de la population, cette même population, elle est manipulée. Comment peut-on comprendre qu'à Bambari, au moment où la force mène des actions pour justement protéger la population, que cette même population manifeste contre la MINUSCA? Il y a beaucoup de contradictions dans les actions, dans les actes qui sont posés, et c'est pour nous également l'occasion de refaire ce plaidoyer encore et encore pour que la population comprenne que s'il y a des forces qui se battent sur le terrain, c'est pour eux, c'est dans leur propre intérêt. Ils sont les premiers bénéficiaires de ces efforts, y compris parfois au risque, au péril de la vie des casques bleus sur le terrain. Et ce n'est pas quelque chose à prendre, ce n'est pas un jeu. Et donc, il faut que, comme a dit le préfet, les Centrafricains doivent aimer leur pays, donc collaborer avec ceux qui se battent pour vous et non contre eux. Donc, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Et en acceptant d'être bouclier, d'être utilisé comme bouclier humain, en mettant les enfants devant pour empêcher les casques bleus d'aller dans leur action, c'est comme si on lutte contre soi-même. Et donc, c'était une parenthèse que j'ai voulu ouvrir rapidement et la fermer aussi, avant de donner la parole au chef d'état-major. Oui, c'est pour répondre à la question de monsieur sur l'action de la MINUSCA quand il y a des rumeurs. Les rumeurs, j'en ai entre 5 et 10 par jour, mais je peux vous garantir que toute rumeur, il y a une action de la MINUSCA, quelle qu'elle soit. Il y a quelque chose. On ne peut pas rester sans rien faire quand il y a une rumeur. Il y a 2 mois, on a eu la rumeur d'un événement complètement dans le sud-est, là, Diamba. On ne pouvait pas accéder. On ne pouvait pas accéder. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé un hélicoptère uniquement pour voir ce qui se passe. Vous voyez, la rumeur, il y a eu une réaction. Deuxième exemple, pour répondre à la question de monsieur sur Carnot, il y a 3 jours, nous avons eu la rumeur d'une attaque à Carnot, enfin dans un village à côté de Carnot. Le jour même, nous avons fait une patrouille, le jour même, en liaison avec l'assistant de liaison communautaire qui nous avait remonté l'information. Voilà, malheureusement, cet assistant de liaison communautaire a été agressé, malheureusement pour lui. Vous voyez, mais 2 exemples pour montrer qu'il y a une réaction. Si on peut y aller physiquement, on y va comme à côté de Carnot. Si on ne peut pas, eh bien, on prend d'autres moyens. D'accord. Merci beaucoup, Général. On va un peu rester avec vous parce qu'il y a une question de la radio Ndekeluka qui dit pourquoi parle-t-on toujours, si on contrôle la situation, pourquoi parle-t-on de quartiers contrôlés par l'UPC? C'est ça, Adi, Bornou et autres, vous avez dit. Et puis, deuxième question, c'est qu'est-ce qui a été mis sur pied ou mis en place pour que si le dialogue de Khartoum échoue, quel dispositif est mis en place par la force pour contrer une éventuelle violence et ainsi protéger la population? Donc voilà, c'est les 2 questions. Parce que les groupes armés ont clairement dit sur les zones que si ça ne marche pas, ils seront là, ils vont venir à Bangui. Ah ouais, ben, d'accord. Bon, donc comme le dialogue est sur le point de débuter et j'ai rappelé tout à l'heure aussi l'esprit avec lequel on doit aller à ce dialogue, comme l'a souligné le représentant spécial avant de s'envoler pour Khartoum. Je rappelle rapidement, nous attendons de tous les acteurs, que tous les acteurs aillent à Khartoum
dans un esprit de compromis. Ça, c'est un plaidoyer que l'ONU lance, car, souligne encore le représentant spécial, ne pas aller à Khartoum, c'est se mettre au banc de l'histoire et ne pas contribuer à mettre fin à la violence. Donc, ça, c'est un plaidoyer et je redonne la parole au chef d'état-major de la force. Bon, sur Bambari, hein, peut-être que ma réponse sera complétée par Bara, mais là où nous sommes physiquement, dans les anciens fiefs des groupes armés, je ne pense pas que les groupes armés soient revenus. Maintenant, c'est possible, c'est très difficile de contrôler toute la situation. Peut-être que ce que vous dites est vrai, juste à côté, je ne sais pas. Mais il est évident que nous, au niveau de la force, eh bien, nous maintenons un dispositif nombreux sur le terrain pour empêcher ce retour des groupes armés. Concernant les conséquences d'un éventuel échec de Khartoum, eh bien, d'abord nous allons attendre les résultats de ces discussions. Au niveau de la force, nous avons un plan général de défense de Bangui. Voilà. Le plan est prêt. Si jamais les groupes armés veulent attaquer Bangui, nous serons en mesure donc de mettre en œuvre ce plan. Une motion de clarification. Vous dites un plan pour la défense de Bangui, mais la République centrafricaine, est-ce que c'est seulement Bangui? Les autres centrafricains qui sont dans l'arrière-pays? C'est vous qui avez parlé d'attaquer Bangui. Donc là, je réponds à la question. Bon, c'est vous qui avez parlé de... Je peux compléter, Bara va parler. Non, oui, ma question était pour leur réaction après l'échec de Khartoum. Donc pas spécifique. Ah, ok. D'accord. Donc ta question, ce n'est pas seulement sur l'attaque éventuelle de Bangui, mais sur la République centrafricaine. Voilà, donc, Oui, ben, la réaction sera celle que nous avons depuis que la MINUSCA est installée en République centrafricaine. Toutes les troupes qui sont déployées sont en mesure de répondre à toute attaque. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Nous avons un dispositif qui est déployé sur le terrain. Ce dispositif, eh bien, si on a besoin de s'en servir en utilisant la force, nous utiliserons la force. D'accord. Je pense que vous avez la réponse à votre question. S'il y a besoin d'utiliser la force, on utilise la force. Et je n'ai pas oublié RJDH qui veut savoir la situation actuelle à Bambari. Hein? À Carnot. Est-ce que vous avez des... Oui, alors sur Carnot, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Effectivement, il y a 3 jours, je pense qu'il y a eu des confrontations liées à la transhumance, hein, malheureusement avec des victimes. Donc, comme je vous l'ai dit, le jour même, nous avons envoyé une patrouille, déjà pour voir ce qui se passait. Et le lendemain, c'est-à-dire avant-hier, nous avons renforcé, hein, avec 2 sections supplémentaires. Donc aujourd'hui, nous avons une présence permanente dans ce village à côté de Carnot. C'est vrai? Non, c'est par rapport au quartier. Merci infiniment. Le chef d'état-major de la force, le général Rémi Sègle. Bambari, un mot sur la situation qui prévaut comme vous êtes sur le terrain actuellement, Bambari. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ce soit Alki, Borno, élevage, Maïdou, etc., il y a plus d'un quartier à Bambari contrôlé par un groupe armé. Il n'y en a plus. Ce qu'on a, c'est peut-être quelques éléments qui se cachent dans les maisons en civil et qui jouent au chat et à la souris. C'est ça que nous avons. D'ailleurs, au niveau de Hachi, ancienne base de l'UPC, qu'on appelle la brigade mixte, actuellement, c'est la MINUSCA qui est là. Et nous faisons des patrouilles, nous faisons même des patrouilles pédestres, y compris au niveau de ce cours d'eau qui est derrière la brigade mixte, où on nous a signalé en fait une présence de l'homme armé. Autre chose, c'est que le marché de Hachi, les boutiques ont commencé à ouvrir maintenant. Hier, nous avons fait un tour sur ce marché et la population nous a confirmé que depuis le début de l'opération, il n'y a plus un groupe armé qui a été en mesure de venir demander des taxes comme ça se faisait avant. Donc je pense qu'en fait, nous avons le contrôle de ces différents quartiers, même si en fait, il y a encore un résiduel de criminalité qui est là,
mais que l'opération n'est pas encore finie. Nous continuons avec la deuxième phase de l'opération qu'on appelle la phase de cordon insert. On est en train de chercher. C'est pourquoi, encore une fois, dans cette phase qui est délicate et difficile, l'information est capitale. Je demande encore à la population, s'il y a des groupes armés qui se cachent encore dans les maisons, de nous le dire. Et là, nous prendrons nos dispositions pour aller les chercher là où ils se cachent. Les groupes armés qui vous battent, qui vous tuent, se faufilent, qui se cachent dans vos maisons, il faut les dénoncer et faciliter la tâche à la force et aux forces de défense et de sécurité centrafricaines. Je rebondis, cette phrase m'a beaucoup fait plaisir, la phrase du préfet, que la Centrafrique aime, que les Centrafricains aiment leur pays. Et je pense que nos pensées sont avec tous les acteurs qui sont à Khartoum en ce moment, et que ce même esprit les anime. Hein, et si la Centrafrique gagne, c'est les Centrafricains qui gagnent. Et nous vous disons sur ce, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre participation. Et nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour un autre tour d'actualité de la MINUSCA. Merci. Merci également à nos auditeurs et à mercredi.